Imaginez si l'hiver ne cessait jamais, si le froid enveloppait l'Europe et persistait, non pas seulement pour une saison ou une décennie, mais pendant des siècles. Sans foyer confortable, sans vêtements chauds adéquats ou sans chaleur fiable, un seul type d'humain pourrait survivre dans un tel monde. Pas nous, mais les Néandertaliens. Ces individus robustes, adaptés au froid, ont transformé leur physique en chauffage biologique. Tandis qu'Homo sapiens se retirait vers le sud, ils s'aventuraient plus profondément dans les tempêtes de neige. Par conséquent, si un hiver sans fin se manifestait réellement, les Néandertaliens seraient-ils la seule espèce humaine survivante? Explorons les découvertes scientifiques pour révéler la réalité dissimulée lorsque les humains contemporains examinent un squelette de Néandertalien. En observant leur cage thoracique large et évasée, leurs membres courts, leur tronc dense et leurs traits faciaux prononcés, nous leur attribuons fréquemment et instinctivement la perception d'une population peu sophistiquée et rudimentaire. Ils ne combattaient pas aveuglément à glace. Cependant, à mesure que les études archéologiques, génétiques et physiologiques s'accumulent, cette perception devient progressivement obsolète. Le physique néandertalien ne signifiait pas une voie évolutive inférieure. Il représentait plutôt une structure biologique méticuleusement adaptée qui fonctionnait comme une solution complète. Un appareil thermique perfectionné sur des centaines de millénaires pour résister aux hivers européens rigoureux ou la moyenne. La température annuelle variait généralement d'environ 6 à 7 degrés Celsius. Ce que nous percevons souvent comme des caractéristiques grossières étaient en réalité les solutions les plus efficaces, sur lesquelles la sélection naturelle a convergé, transformant les Néandertaliens en le seul groupe humain à avoir jamais présenté ce que les scientifiques appellent maintenant la morphologie hyperpolaire. Dans les environnements froids, la règle de Bergman est le principe écologique primaire dictant la forme corporelle, affirmant que les créatures des régions plus froides possèdent généralement une masse corporelle plus importante et une surface réduite proportionnellement à leur volume, limitant ainsi la dissipation thermique. Les Néandertaliens illustrent ce principe à la perfection. Grâce à leur poitrine en forme de tonneau et à leur large structure pelvienne qui augmente la capacité interne du corps et diminue la proportion de peau exposée. Leur tronc fonctionnait comme un réservoir thermique biologique. Maintenant, l'équilibre sans dépenser d'énergie. Un corps avec un volume interne plus important tend à se rapprocher davantage d'une forme sphérique, améliorant ainsi ses capacités de rétention de chaleur. De la même manière qu'une roche substantielle reste chaude plus longtemps qu'une plaque mince. Leur cou robuste, leur puissante mandibule et leur large région dorsale formaient une barrière physique pour contrecarrer la perte thermique convective. En complément, la règle d'Allen apporte un élément supplémentaire à l'énigme, car la faune des environnements froids présente fréquemment des appendices plus courts pour minimiser la déperdition thermique de leurs extrémités. Cela explique pourquoi les Néandertaliens possédaient des avant-bras et des jambes remarquablement courts par rapport à la longueur de leur torse. Des membres plus courts diminuent la surface de peau exposée à l'air glacial, limitant par conséquent la dissipation thermique, forçant le sang chaud à rester au centre où les organes essentiels nécessitent une protection. Cette réduction de la longueur des membres leur a permis de conserver la chaleur dans les régions corporelles qui la perdraient généralement, le plus rapidement, y compris les mains, les coudes et les membres inférieurs, tout en conservant une agilité considérable et une endurance remarquable. Une différence frappante apparaît lorsqu'on compare la silhouette d'un néandertalien à celle d'un humain moderne issu d'un climat tempéré. Les humains contemporains possèdent des membres allongés, des chevilles et des poignets fins, et un torse élancé. En revanche, les Néandertaliens se présentent comme une masse de puissance presque singulière et dense, robuste, solide et apparemment conçue pour endurer de longues périodes de froid. Un élément significatif ayant contribué à leur survie pendant les hivers prolongés était leur masse musculaire substantielle. Les examens des restes squelettiques de Néandertal révèlent qu'ils possédaient une quantité extraordinaire de tissus maigres. Leur physique puissant ne servait pas seulement à l'effort physique ou à la chasse, mais fonctionnait également comme une barrière thermique passive au repos. Le tissu musculaire contribue jusqu'à 88% de la production de chaleur corporelle pendant les périodes d'inactivité. Étant donné que les Néandertaliens avaient considérablement plus de muscles que les humains actuels, ils portaient essentiellement une couverture thermique biologique, dérivée de leur propre constitution corporelle, lorsqu'ils étaient engagés dans la chasse. Monter des pentes ou entreprenaient toute tâche ardue, la chaleur produite par les activités métaboliques au sein de leurs muscles augmentait considérablement. Par conséquent, malgré leurs membres inférieurs plus courts, les rendant environ 30% moins efficaces mécaniquement lors des mouvements, cette inefficacité même leur procurait un avantage thermique. Chaque pas générait de la chaleur. Ils nécessitaient moins d'énergie pour la thermorégulation, car leur propre mouvement se transformait en source de chaleur.
Cela clarifie également la raison de leurs besoins élevés en oxygène et en calories. Un moteur musculaire substantiel nécessite un apport constant d'énergie et d'oxygène pour fonctionner de manière optimale. Ceci, à son tour, a entraîné des adaptations plus profondes au sein de leur système respiratoire. Ici, l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives prend de l'importance: leur nez proéminent et leur cage thoracique profonde. Des hypothèses antérieures suggéraient que le nez de Néandertal s'était principalement développé pour préchauffer l'air glacial avant son entrée dans les poumons. Cependant, des recherches menées par Ray et ses associés indiquent que leurs passages nasaux n'étaient pas excessivement grands lorsqu'ils étaient proportionnés aux dimensions crâniennes. Une fois ajustés aux mesures totales du crâne, leur formation nasale ne dépasse pas la fourchette typique observée chez les humains contemporains résidant dans des climats modérés, ou chez les primates de grande taille. Cela implique qu'un nez proéminent ne signifie pas directement une adaptation au froid extrême. Ce qui confère véritablement au nez de Néandertal une véritable signification évolutive n'est pas la température ambiante, mais plutôt les besoins métaboliques internes, selon Ackermann. Et d'autres experts en physiologie humaine, les Néandertaliens présentaient une consommation énergétique totale quotidienne considérablement plus élevée que celle de l'Homo sapiens moderne, purement parce que leur physique exigeait plus de subsistance, pour énergiser des muscles substantiels et produire de la chaleur dans des environnements glaciaux. Un organisme ayant des besoins en oxygène aussi élevés nécessite un système respiratoire, capable de traiter de vastes quantités d'air. Un nez proéminent, une arcade nasale élevée et un système de sinus élargi, associés à une cage thoracique qui s'étend à la fois latéralement et d'avant en arrière, formaient un appareil respiratoire conçu pour traiter l'air froid à des débits exceptionnellement élevés. Chaque profonde inhalation qu'ils tiraient de l'atmosphère de l'air glaciaire était rapidement réchauffée et humidifiée. Leur large cage thoracique et leur tronc cylindrique protégeaient les tissus pulmonaires délicats, tout en fournissant simultanément des quantités substantielles d'oxygène aux muscles fonctionnant près de leur seuil métabolique. Une capacité pulmonaire accrue leur permettait d'inhaler un plus grand volume d'oxygène à chaque respiration, ce qui non seulement facilitait la thermogénèse, mais alimentait également leur puissance physique et leur endurance. C'était vital pour les expéditions de chasse prolongées et le travail manuel routinier dans un écosystème où les provisions étaient rares et chaque poursuite nécessitait une endurance extraordinaire. Un système d'apport d'oxygène fonctionnant avec une grande efficacité représentait un avantage évolutif significatif, ce qui rend ce système particulier remarquable. Et son rôle non pas comme une simple protection passive contre les basses températures, mais plutôt comme une interaction active entre la forme physique, la fonction biologique et le comportement. Un physique large aidait à retenir la chaleur, des membres compacts minimisaient la dissipation de chaleur, une musculature substantielle produisait de la chaleur, un nez ample préchauffait l'air glacial et un thorax spacieux fournissait l'oxygène nécessaire pour soutenir toutes ces fonctions biologiques. Chaque composant collaborait pour faciliter leur locomotion ininterrompue, ce qui par la suite maintenait leur température corporelle centrale sans dépendance significative aux mécanismes thermorégulateurs actifs. Les anthropologues appellent ce bénéfice bioculturel l'intégration sans effort de la forme physique et du mode de vie. Concernant l'adaptation au climat froid, la morphologie ne représente qu'un aspect superficiel du récit, car au sein du physique néandertalien, un système complexe de processus physiologiques fonctionnait, leur permettant de produire et de conserver la chaleur, dans des habitats où la température annuelle moyenne restait généralement à environ 4 degrés Celsius. Des études contemporaines indiquent qu'ils ne dépendaient pas exclusivement de leur masse musculaire substantielle ou de leur physique dense pour contrecarrer la dissipation de chaleur. De plus, ils possédaient un appareil physiologique unique conçu pour une production d'énergie considérable. Si leur configuration corporelle fonctionnait comme une barrière thermique, alors leur processus biologique interne fonctionnait comme un réacteur perpétuellement actif, générant des quantités substantielles de chaleur pour soutenir l'existence dans un environnement extrêmement froid. Parmi les éléments les plus cruciaux et intrigants de ce système biologique figurait leur capacité évidente à conserver du tissu adipeux brun tout au long de leur vie adulte. Chez les humains contemporains, la graisse brune est abondante pendant l'enfance, mais diminue considérablement avec l'âge. Cependant, chez les créatures qui hibernent ou habitent les régions arctiques, ce tissu particulier perdure, grâce à sa capacité à produire de la chaleur rapidement et efficacement, contournant la nécessité de tremblements musculaires.
Ce processus, connu sous le nom de thermogénèse sans frisson, permettait aux Néandertaliens d'éviter le gaspillage d'énergie en contractions musculaires incessantes, tout en préchauffant le sang avant sa circulation dans le reste de l'organisme. Le placement du tissu adipeux brun, observé chez les nourrissons et les mammifères adaptés aux conditions glaciales, spécifiquement autour de la région cervicale, adjacent aux clavicules, entourant les glandes surrénales, et s'étendant le long de la colonne vertébrale, correspond exceptionnellement bien aux besoins que les Néandertaliens auraient eus lorsque le sang traversait les principaux vaisseaux sanguins. Dans le cou et la cavité thoracique, la graisse brune possédait la capacité de métaboliser rapidement le glucose et les acides gras pour générer de l'énergie thermique, transformant ainsi le sang circulant lui-même en un liquide chauffé. Un système interne qui protégeait leur corps des effets du froid. Même quelques dizaines de grammes de tissu adipeux brun suffisaient à élever considérablement la production de chaleur, indiquant que un néandertalien adulte pouvait compter sur ce processus en continu pendant la journée, évitant ainsi les réactions de frissonnement intenses couramment observées chez les humains contemporains dans des environnements glaciaux. Conjointement avec leur puissante musculature, la graisse brune constituait l'ultime défense thermique, les empêchant de succomber à l'hypothermie dans des circonstances qui forçaient les premiers Homo sapiens à se déplacer. En plus de la graisse brune, leur taux métabolique basal remarquablement élevé était un facteur clé, car ils habitaient des régions où la majorité de leur apport énergétique provenait de la chasse à de grands animaux. Les Néandertaliens devaient parcourir des distances considérables, gravir des terrains difficiles, poursuivre le gibier sur des territoires accidentés et consommer beaucoup plus de viande que les humains actuels. Cela nécessitait une dépense énergétique exceptionnellement élevée, aboutissant à un cadre physiologique sans précédent dans l'histoire de l'évolution humaine. Leur consommation énergétique globale en hiver est estimée entre 3360 et 4480 kcal par jour, dépassant considérablement les besoins des chasseurs-cueilleurs contemporains. Bien que ces chiffres variaient selon la zone géographique et la période de l'année, les reconstitutions climatiques et les preuves isotopiques dérivées de la dentition animale indiquent que les Néandertaliens n'ont étendu leur aire de répartition en Europe centrale que pendant les périodes plus chaudes de l'ère glaciaire, lorsque la température annuelle moyenne oscillait autour de 6 à 7 degrés Celsius. Même pendant ces phases relativement tempérées, leur taux métabolique restait exceptionnellement élevé, car leur structure physique et leur mode de vie l'exigeaient. Chaque pas sur un terrain gelé, chaque fois qu'ils soulevaient un outil en pierre ou tiraient une carcasse, en fait, chaque activité essentielle à leur survie générait de la chaleur interne, transformant efficacement tout leur corps en une source de chaleur portable. Dans un environnement glacial, leur dépendance significative à des régimes riches en protéines et en graisses amplifiait encore ce système. Les protéines, en particulier, présentent un effet thermogénique remarquablement puissant, impliquant que l'organisme doit stimuler ces processus métaboliques pour les digérer. Un repas copieux et riche en viande propulsait leur métabolisme à un niveau supérieur et maintenait cet état élevé pendant plusieurs heures. Cette poussée thermique pouvait persister jusqu'à 12 heures après la consommation, faisant qu'un repas du soir agissait comme un système de chauffage interne à libération progressive tout au long des longues nuits. La recherche sur les populations contemporaines vivant dans des climats froids démontre que les régimes riches en protéines et en graisses élèvent la température corporelle centrale sans nécessiter d'efforts physiques. Cela soutient le concept selon lequel les Néandertaliens utilisaient une approche à deux volets. Ils consommaient des repas riches en énergie et exploitaient la chaleur métabolique générée pendant la digestion pour contrecarrer le froid extérieur. Tous ces mécanismes physiologiques ont conduit à un résultat significatif. Les Néandertaliens avaient besoin de considérablement plus d'oxygène que les humains actuels. Leur large cage thoracique, leurs passages nasaux allongés et leur voie respiratoire expansive n'étaient pas de simples adaptations aux conditions froides, mais plutôt des nécessités structurelles fondamentales pour fournir les immenses besoins en oxygène de leur système métabolique perpétuellement actif. En examinant comment les Néandertaliens ont enduré dans les environnements glacials de l'Europe pléistocène, ce qui devient apparent n'est pas seulement leur physique robuste et leur métabolisme à haute énergie, mais aussi leur capacité à utiliser l'activité physique comme un instrument thermique. Ils n'ont pas seulement résisté au froid grâce à leurs caractéristiques anatomiques, au lieu de cela, ils ont transformé le mouvement lui-même en un mécanisme actif de production de chaleur, démontrant leur extraordinaire adaptabilité et leur endurance dans des environnements exigeants. En une méthode de production de chaleur, intégrant à la fois leurs actions et leurs traits biologiques dans un mécanisme de survie unifié, à mesure que les modèles climatiques évoluaient. Et ce n'est que pendant les périodes interstadiales plus tempérées qu'ils pouvaient s'aventurer en Europe centrale.
Des preuves isotopiques de l'oxygène indiquent que les Néandertaliens ont largement utilisé cette approche, que l'on pourrait appeler la locomotion pour l'existence, où chaque activité était liée à la préservation de la température corporelle centrale face à des défis environnementaux sévères. Leurs membres inférieurs raccourcis étaient essentiels. D'un point de vue biomécanique contemporain, des extrémités plus courtes rendent la marche considérablement moins efficace pour les Néandertaliens. Ils nécessitaient environ 30% d'énergie en plus que l'Homo sapiens pour parcourir une distance équivalente. Si cela serait un inconvénient à l'heure actuelle, lors des périodes de froid prolongé, cela se transformait en un avantage inattendu. L'énergie excédentaire dépensée lors de la marche générait une chaleur supplémentaire, réchauffant naturellement leur corps sans la nécessité de feu continu ou de vêtements élaborés. Les simulations thermorégulatrices suggèrent que cette production de chaleur pouvait économiser environ 300 kcal par jour sur l'énergie typiquement nécessaire pour maintenir la température corporelle centrale, grâce à la remarquable capacité de leur corps à retenir la chaleur. Chaque pas servait de contribution à leur survie plutôt que de dépense. Cette interaction complexe entre leur constitution biologique et leurs actions a permis aux Néandertaliens d'habiter des régions dont les premiers Homo sapiens se sont retirés. Leurs mouvements représentaient plus qu'un simple déplacement spatial, ils étaient une thermorégulation dynamique, une méthode efficace de conversion de l'apport calorique en chaleur corporelle. Les données climatiques de sites tels que Halle Avenue confirment que les Néandertaliens étaient présents en Europe centrale exclusivement pendant les intervalles plus chauds, à environ 6 à 7 degrés Celsius, à des moments où la locomotion était primordiale pour maintenir la chaleur et assurer la subsistance. Au cours de ces époques, l'activité physique servait à la fois de tactique de survie et de moyen de générer de la chaleur. Leur méthode englobait plus que le simple mouvement. Pendant les heures nocturnes, lorsque la disponibilité du feu était incertaine, se regrouper étroitement est devenu une adaptation collective efficace. Se reposer à proximité diminuait la surface corporelle exposée et retenait des poches d'air chauffées entre leurs corps, empêchant ainsi une dissipation thermique rapide. Même une séparation de quelques centimètres dans des conditions sous zéro peut rapidement épuiser la chaleur corporelle. Pourtant, collectivement, ils ont forgé une zone thermique commune capable de soutenir le groupe pendant de longues nuits. Ce comportement, semblable à celui observé chez de nombreuses faunes résistantes au froid actuellement, démontre un degré d'acuité sociale que l'on n'attribue pas couramment aux Néandertaliens. Les vêtements et les structures protectrices contribuaient également à leur chaleur sans dépendre du feu. Malgré l'apparition bien plus tardive des outils de couture, des incisions sur des restes fauniques indiquent que les Néandertaliens utilisaient des peaux de renne ou de renard comme couverture ou enveloppe protectrice. Ces peaux d'animaux, rudimentaires comparées aux vêtements sur mesure ultérieurs, offraient une isolation substantielle, particulièrement lorsqu'elles étaient associées à leur physique robuste. Et la chaleur continue générée par le tissu adipeux brun. De plus, ils utilisaient des refuges naturels tels que des cavernes ou construisaient des parevents rudimentaires à partir de branches et de restes squelettiques pour établir des zones d'air plus chauds. Ces constructions étaient rudimentaires mais exceptionnellement efficaces, atteignant le refroidissement éolien qui représente l'un des contributeurs les plus périlleux à l'épuisement thermique. Ce qui est notable, c'est le fait que les Néandertaliens ne dépendaient pas constamment du feu. Certains sites archéologiques des périodes froides présentent des indications minimales ou nulles de combustion récurrente. Cela suggère que le feu, bien que bénéfique, n'était pas leur principal moyen de régulation thermique, la réalité découlant probablement de leurs caractéristiques physiques et de leur comportement, qui constituaient le cœur de leur stratégie de survie thermique. Leur physiologie générait et retenait la chaleur si efficacement que le feu est devenu une aide supplémentaire plutôt qu'une nécessité absolue. Il était utilisé pour préparer la nourriture ou sécher les peaux d'animaux plutôt que d'être une exigence constante, étant donné que leur principale source de chaleur provenait du mouvement et de leur morphologie corporelle, ainsi que du tissu adipeux brun actif dans leur cou et leur poitrine. Les Néandertaliens étaient ainsi capables de survivre même pendant les périodes où le feu n'était pas disponible. Si nous prenons du recul et examinons le scénario complet, il devient évident que les Néandertaliens n'ont jamais été la branche peu sophistiquée de l'humanité, si fréquemment dépeinte. Si ce récit a changé votre perspective sur les Néandertaliens, veuillez envisager de laisser un j'aime, afin que cette vidéo puisse atteindre un public plus large. Si vous souhaitez que davantage de personnes découvrent la résilience et la sophistication de cette ancienne lignée humaine, veuillez la partager.